À mon propre mariage, mon père a pris le micro et a dit « Levez vos verres à la fille qui a enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour l'épouser ». Les gens ont ri. Mon fiancé n'a pas ri. Il a lancé une vidéo sur le projecteur et a dit « Parlons plutôt des ECE que vous avez fait. Levez votre verre à la fille qui a enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour l'épouser ». Mon père a dit cela dans un microphone à mon mariage devant 187 invités. Les gens ont ri. Ses partenaires commerciaux, ses amis golfeurs, des parents que je n'avais jamais rencontrés, mais qui ont d'une manière ou d'une autre obtenu des invitations à mon propre mariage. Mon fiancé n'a pas ri. Il s'est levé, s'est dirigé vers le projecteur qui était censé montrer nos photos de fiançailles, et a branché une clé USB qu'il portait dans la poche de son gilet depuis 8 mois. Parlons plutôt de ce que vous avez fait, a-t-il dit. Ce qui s'est passé ensuite a fait partir le plus gros partenaire commercial de mon père. Ma mère a demandé la séparation la même nuit, et mon frère s'est excusé auprès de moi pour la première fois en 33 ans. Je m'appelle Dalia, j'ai 29 ans, et c'est l'histoire du mariage que mon mari a passé 8 mois à préparer, non pas pour la cérémonie, mais pour ce moment précis. Si vous regardez ceci, veuillez vous abonner et me faire savoir d'où vous regardez. Pour comprendre ce qui s'est passé à ce mariage, il faut comprendre la hiérarchie de la famille Foster. Mon père, Richard Foster, possède Foster Motor, une concession automobile à Sacramento qui rapporte 8,7 millions de dollars par an. Il a une valeur nette d'environ 4,2 millions, et il ne laisse jamais personne l'oublier. Un self-made man, comme il se décrit. Bien que j'ai découvert des années plus tard que mon grand-père maternel lui avait accordé le prêt de démarrage, ce qu'il ne mentionne jamais commodément. Dans le foyer Foster, il y a 2 types d'enfants. L'héritier et la laissée pour compte. Mon frère Derek est l'héritier. 4 ans de plus, formé dès la naissance pour reprendre la concession. Éducation privée, 68 000 dollars par an, entièrement payé par papa. Diplôme en commerce d'une université de second rang. Diplômé avec une moyenne de C, et a quand même obtenu un bureau de coin chez Foster Motor avant que son diplôme ne soit encadré. Ensuite, il y a moi, la fille, celle qui est censée bien se marier et arrêter de poser des questions. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de l'UC Berkeley, première de ma classe, sur la liste du doyen chaque semestre. Mon père n'est pas venu à ma remise de diplôme. Il a dit qu'il avait une réunion importante. J'ai découvert plus tard, grâce à une publication Facebook que ma tante a accidentellement aimée, qu'il jouait au golf à son country club le même après-midi. Quand Derek a obtenu son diplôme avec sa moyenne de C, papa a organisé une fête, engagé un groupe, invité 50 personnes, a fait un discours sur l'avenir de Foster Motor. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention d'une des meilleures universités publiques du pays, j'ai reçu un SMS. Félicitations. N'oublie pas d'envoyer des cartes de remerciement à tes proches. C'était le premier signe auquel j'aurais dû prêter attention. Le deuxième signe est arrivé avec un prix de 47 000 dollars. 487 dollars. C'est ce que je paie chaque mois pour mes prêts étudiants. Je paie depuis que j'ai 22 ans. Je continuerai à payer jusqu'à mes 32 ans. Si j'ai de la chance, et que rien ne va mal. 52 000 dollars de dette totale pour un diplôme que ma famille aurait facilement pu se permettre. Voici ce qui ne m'a jamais semblé logique. Mes grands-parents, les parents de ma mère, sont décédés en 2012, l'année avant que je ne commence l'université. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient prudents. Ils économisaient. Et selon ma tante Hélène, la jeune sœur de ma mère, ils m'ont laissé 47 000 dollars spécifiquement pour mon éducation. Tes grands-parents voulaient s'assurer que tu puisses aller dans n'importe quelle école que tu voulais, m'a dit ma tante Hélène une fois. Quand j'avais 19 ans et que je me noyais dans les demandes de prêt. Ils ont créé un fonds juste pour toi. Quand j'en ai parlé à mon père, il a à peine levé les yeux de son journal. Cet argent n'était pas suffisant, a-t-il dit. J'ai dû l'utiliser pour d'autres dépenses familiales. Tu comprends? Je ne comprenais pas, mais j'avais 18 ans et j'avais été entraîné toute ma vie à ne pas le remettre en question. Alors j'ai hoché la tête, signé les papiers du prêt et passé la décennie suivante à me demander pourquoi j'étais la seule enfant Foster qui devait payer sa propre éducation. Je n'ai jamais vu le testament. Je n'ai jamais demandé de documents. Je n'ai jamais insisté car dans la famille Foster, on ne questionne pas Richard. On ne demande pas de reçu. On accepte ce qu'il vous dit et on lui en est reconnaissant. Ce n'est que 8 ans plus tard,
3 mois avant mon mariage, que j'ai enfin appris la vérité sur la destination réelle de ces 47 000 $. Mais je m'emballe. L'argent était une chose. Les mots en étaient une autre. Mon père avait une façon de vous rabaisser si désinvolte que vous ne remarquiez presque pas que vous saignez. Il disait des choses lors des dîners de famille, pendant les vacances, devant les invités, des choses qui ressemblaient à des blagues mais qui ressemblaient à des couteaux. Dahlia fait toujours quelque chose à San Francisco. Nous ne sommes pas vraiment sûrs de quoi. Je suis analyste financière senior. Je gère un portefeuille d'une valeur de 14 millions de $. Je gagne 127 000 $ par an et j'ai été évalué, dépasse les attentes, pendant 3 années consécutives. Mais pour mon père, je faisais toujours quelque chose. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? Derek, qui vit toujours dans la maison que papa lui a achetée. Derek, qui n'a jamais eu à payer une voiture ou à se soucier de l'assurance maladie. Derek, qui a obtenu une promotion au poste de vice-président des opérations chez Foster Motor, malgré n'avoir aucune expérience opérationnelle. Heureusement que tu es jolie. Quelqu'un pourrait t'épouser. Il a dit cela à Thanksgiving 2023 devant ses partenaires commerciaux. Tout le monde a ri. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai pleuré pendant 10 minutes, puis je suis revenu et j'ai souri pendant le dessert. C'était ma vie. Sourire à travers la douleur. Ne pas faire de vagues. Ne pas embarrasser la famille. Puis j'ai rencontré Marcus. Janvier 2024, une fête d'anniversaire d'un ami commun en ville. Il était grand, calme, et il écoutait. Il écoutait vraiment quand je parlais. Au bout de 3 rendez-vous, j'ai réalisé que personne ne m'avait jamais posé autant de questions sur ma vie sans essayer de me surpasser ou de changer de sujet. 4 mois plus tard, il est venu à son premier dîner de famille Foster. Et pour la première fois, quelqu'un m'a posé la question que j'évitais depuis 29 ans, avril 2024. La maison de mes parents à Sacramento, la salle à manger avec la table en acajou dont mon père aime se vanter qu'elle a coûté 12 000 $. Marcus était assis à côté de moi, poli et posé, pendant que mon père trônait en bout de table, la performance habituelle. Des histoires sur la concession, des vanteries modestes sur son dernier score de golf, des commentaires pointus sur l'avenir brillant de Derek. Puis papa s'est tourné vers Marcus. Alors, tu es le nouveau petit ami. Il ne l'a pas formulé comme une question. J'espère que tu n'as pas l'intention de t'enfuir comme les derniers. Dahlia a l'habitude de faire fuir les hommes. J'ai senti mon visage rougir. Papa, je dis juste. Il a haussé les épaules, coupant son steak. Il faut se demander ce qui ne va pas chez une fille quand elle ne peut pas garder un homme plus de 6 mois. Marcus n'a rien dit. Il a terminé son repas, complimenté la cuisine de ma mère et serré la main de mon père en sortant. Mais dans la voiture, 15 minutes après le début du trajet de retour vers la ville, il s'est rangé sur le bord de la route et s'est tourné vers moi. Ton père te parle toujours comme ça? J'ai ouvert la bouche pour le défendre, pour expliquer, pour minimiser. Au lieu de cela, j'ai éclaté en sanglots. 40 minutes. C'est le temps que j'ai pleuré dans cette voiture, garée sur le bas-côté de l'I-80, pendant que Marcus me tenait la main, et ne disait pas un mot. Quand j'ai enfin arrêté, il m'a posé une dernière question. Sais-tu que ce qu'il te dit n'est pas normal? Je n'avais pas de réponse. Mais cette nuit-là, après m'avoir déposé, Marcus a commencé à prendre des notes, des dates, des citations, des témoins. Il ne m'a rien dit. Il a juste commencé à constituer un dossier. Je ne l'apprendrai que 4 mois plus tard. Marcus m'a demandé en mariage en mai 2024. Une soirée tranquille dans notre restaurant préféré à Sausalito, surplombant la baie. Pas de flash mob, pas de skywriting, pas de vidéo virale. Juste lui, moi, et une question simple. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini de demander. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Ma mère a pleuré des larmes de joie. Mon père a eu une réaction différente. Je m'occuperai du mariage, a-t-il annoncé. Je m'occuperai de tout. Considérez-le comme mon cadeau. Cela semblait généreux. Ça ne l'était pas. Je voulais une petite cérémonie, 50 personnes, peut-être 60. Amis proches, famille immédiate, les gens qui nous connaissaient vraiment. Mon père a réservé Rosewood Estate dans la Napa Valley, 45 000 $ rien que pour le lieu.
Il a invité 187 invités. Et quand j'ai regardé la liste, j'ai réalisé que je ne reconnaissais qu'environ 40 noms. Le reste étaient ses partenaires commerciaux, ses amis golfeurs, ses clients, des gens qu'il voulait impressionner. C'est le mariage de ma fille. Il l'a dit à quiconque voulait bien l'écouter. Je ne lésine sur aucune dépense. Chaque fois que j'essayais de prendre une décision, le menu, la musique, le plan de table, il me contredisait. Je paie 45 000 $ pour ce lieu. Je pense que j'ai mon mot à dire. Il a prononcé cette phrase exacte au moins une douzaine de fois au cours des 3 mois suivants. 45 000 $. Comme si ce chiffre lui donnait la propriété de mon jour de mariage, de moi. Je voulais protester. Je voulais dire non. Mes 29 ans de conditionnement m'avaient appris que se battre contre Richard Foster ne valait pas le coup. Alors, je l'ai laissé planifier mon mariage. Je l'ai laissé inviter ces gens. Je l'ai laissé tout contrôler. Je ne savais pas que Marcus planifiait quelque chose de tout à fait différent. Juin 2024, 3 mois avant le mariage, ma tante Hélène a appelé Marcus pour lui demander une faveur. Elle vendait l'ancienne maison de mes grands-parents, celle qu'ils lui avaient laissée dans leur testament, et avait besoin d'aide avec certains papiers légaux. Marcus était spécialisé en droit de la famille et en succession, elle pensait donc qu'il pourrait l'orienter dans la bonne direction. Il a accepté d'examiner les documents. C'est là qu'il l'a trouvé. Enfoui dans un dossier de vieux relevés bancaires et de dossiers fiscaux, il y avait un relevé d'août 2013. Un compte à mon nom, le fonds d'éducation que mes grands-parents avaient créé avant leur mort. 47 000 $ retirés en totalité le 15 août 2013. Transférés sur un compte courant personnel appartenant à Richard Monsieur Foster. Marcus a appelé tante Hélène immédiatement. Étiez-vous au courant? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je me suis toujours demandé pourquoi Dahlia devait contracter des prêts. Tes grands-parents lui avaient laissé assez pour tout couvrir. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Richard m'a dit de ne pas m'en mêler. Il a dit que c'était une affaire de famille et que je devais m'occuper de mes affaires. Sa voix s'est tendue. J'avais peur de lui. Nous avions tous peur. Marcus a fait une copie du relevé bancaire. Puis il a fait une autre copie et l'a enfermée dans son coffre-fort de bureau. Il ne me l'a pas dit. Pas encore. Il a dit plus tard qu'il voulait être sûr, voulait avoir plus d'un seul papier avant de me le montrer. Mais cette nuit-là, il a commencé à creuser plus profondément dans les finances de mon père, dans ses transactions commerciales, dans les secrets que Richard Foster cachait depuis des années. Il a trouvé plus que ce qu'il attendait. Juillet 2024, 2 mois avant le mariage, j'ai trouvé ma robe dans une boutique à San Francisco. Soie ivoire, manche en dentelle délicate, un corsage ajusté qui me donnait pour la première fois de ma vie l'impression d'être quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. Le prix affiché était de 3200 $. J'ai appelé ma mère pour partager la nouvelle, excitée et nerveuse. Le lendemain, mon père m'a appelé. 3000 $ pour une robe que tu ne porteras qu'une fois. Sa voix était dure. Tu es folle? Je la paie moi-même, papa. Avec quel argent? Ton petit travail à San Francisco. Mon petit travail rapporte 127 000 $ par an. Il a ri. A vraiment ri. Bien sûr que si. Écoute, je te trouverai quelque chose pour 800. Tu n'as pas besoin de gaspiller de l'argent pour. J'achète cette robe. Silence. 3 secondes. 4. Très bien. Gâche ton argent, mais ne viens pas pleurer quand tu ne pourras pas payer ton loyer. Il a raccroché. Je suis restée là dans mon appartement, tremblante, me demandant pourquoi je le laissais encore m'atteindre après toutes ces années. 2 jours plus tard, j'ai reçu un colis à ma porte. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3200 $ et une note calligraphiée pour la mariée. Chaque femme mérite de se sentir belle le jour de son mariage. Margaret Webb, la mère de Marcus. Elle avait entendu parler de l'appel téléphonique. Marcus devait le lui avoir dit, et elle m'avait discrètement, sans tambour ni trompette, acheté ma robe de mariée. J'ai pleuré pendant 20 minutes, non pas à cause de l'argent, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un ayant un rôle parental me donnait quelque chose sans me faire sentir que je lui devais quelque chose en retour. Le même mois où Marcus a trouvé les relevés bancaires, il a trouvé autre chose. Il avait fait des recherches sur les transactions commerciales de mon père,
cherchant des schémas, des incohérences, tout ce qui pourrait expliquer où étaient vraiment allés les 47 000 $. Ce qu'il a trouvé à la place, c'est un nom, Vanessa Cole. Elle avait travaillé comme comptable chez Foster Motor de 2013 à 2018. Elle avait divorcé de son mari en 2019 après 12 ans de mariage. Et selon les dossiers du tribunal que Marcus a consultés, la raison du divorce était indiquée comme « infidélité, liaison du conjoint avec l'employeur ». Marcus l'a contacté par l'intermédiaire d'un contact professionnel commun. Il lui a expliqué qui il était, qui j'étais, et pourquoi il posait des questions. Elle a accepté de le rencontrer dans un café à Folsom. 6 ans, lui a-t-elle dit, remuant son latte d'une main tremblante. 6 ans, il a promis qu'il quitterait sa femme. 6 ans, je l'ai cru. Elle a montré son téléphone à Marcus, des captures d'écran de messages textes qu'elle avait conservés, datés de 2014 à 2019. Retrouve-moi à l'hôtel ce soir. Richard, mars 2015. Je la quitterai bientôt. Attends-moi juste. Richard, novembre 2016. Je t'aime, pas elle. Richard, juin 2018. J'ai perdu mon mariage à cause de lui, a dit Vanessa, 12 ans, 2 enfants, partis, et il est juste passé à autre chose comme si je n'étais rien. Marcus lui a demandé si elle serait prête à le laisser utiliser les captures d'écran. Pourquoi faire? Pour s'assurer qu'il ne puisse plus blesser personne comme il t'a blessé. Vanessa est restée silencieuse pendant un long moment, puis elle a hoché la tête. J'attends depuis 5 ans que quelqu'un me croie. Utilisez tout ce dont vous avez besoin. Marcus est rentré chez lui ce soir-là avec un dossier rempli de preuves et un plan se formant dans son esprit. Août 2024, un mois avant le mariage, Marcus m'a assise à notre table de cuisine un mardi soir. Il avait un dossier à la main, un dossier manille, non marqué, épais de papier. Il y a quelque chose que je dois te montrer, a-t-il dit, et je veux que tu saches que quoi que tu décides de faire avec ces informations, je te soutiendrai. Il a ouvert le dossier. Le premier document était un relevé bancaire. 15 août 2013, 47 000 $ retirés d'un compte à mon nom et transférés sur le compte courant personnel de Richard Monsieur Foster. Je l'ai fixé pendant une minute complète avant de pouvoir parler. C'est mon fonds d'études. Oui, il l'a pris. Oui. La deuxième série de documents était des captures d'écran, des messages textes entre mon père et une femme dont le visage était flouté. Des mots doux, des promesses, des plans de rencontres dans des hôtels, datés sur 6 ans alors qu'il était toujours marié à ma mère, me faisant encore des leçons sur les valeurs familiales, me faisant encore sentir que j'étais la déception. J'ai lu chacun d'eux. Quand j'ai eu fini, j'ai posé les papiers et j'ai regardé Marcus. Depuis combien de temps le sais-tu? 2 mois. Je voulais être sûr avant de te le dire. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Il m'a pris la main. C'est ton choix. Nous pouvons le confronter en privé. Nous pouvons le dire à ta mère. Nous pouvons ne rien faire du tout. Mais je pensais que tu méritais de connaître la vérité. Je suis restée assise là pendant un long moment, tenant les preuves de 29 ans de mensonges. Je ne sais pas ce que je veux faire, ai-je finalement dit, mais je sais que je ne veux plus rester silencieuse. C'était mon point de non-retour. Le plan s'est mis en place au cours des 2 semaines suivantes. Marcus l'a exposé un soir alors que nous étions assis sur notre balcon, observant le brouillard rouler sur la baie. Ton père va faire quelque chose au mariage. Il a dit, il ne pourra pas s'en empêcher. Il a besoin d'un public, et c'est le plus grand public qu'il aura jamais eu. Je savais qu'il avait raison. Mon père n'avait jamais manqué une occasion d'être le centre d'attention, surtout quand il pouvait se faire bien paraître aux dépens de quelqu'un d'autre. Alors, nous attendons, continua Marcus. S'il se conduit bien, nous avons un mariage normal et nous nous en occupons en privé plus tard. Mais s'il fait ce que je pense qu'il va faire, il sortit une clé USB de sa poche. Qu'y a-t-il là-dessus? Tout. Les relevés bancaires expurgés pour protéger les informations non pertinentes. Les messages textes avec le visage de Vanessa flouté à sa demande. Une déclaration enregistrée de ta tante Hélène confirmant ce qu'elle sait sur le fonds d'éducation. Combien de temps ça dure? 4 minutes et 22 secondes. J'ai fixé le petit morceau de plastique dans sa main. 4 minutes et 22 secondes de vérité. 29 ans de mensonges compressés dans un fichier vidéo plus petit que mon pouce.
Et s'il ne fait rien, ai-je demandé. Alors ça reste dans ma poche et nous trouvons un autre moyen. Et s'il le fait, Marcus me regarda fixement. Alors nous montrons à tout le monde qui est vraiment Richard Foster. J'y ai pensé pendant 3 jours. J'ai pensé à ma mère qui verrait ces messages. J'ai pensé à Derek, qui idolâtrait notre père. J'ai pensé aux invités, aux partenaires commerciaux, à l'image soigneusement construite que mon père avait mis des décennies à bâtir. Puis j'ai pensé à 47 000 $ et à une vie entière à se faire dire que je n'étais pas assez bien. D'accord, ai-je dit. Nous sommes prêts. Une semaine avant le mariage, Marcus a passé 2 appels téléphoniques. Le premier était à Vanessa Cole. Je dois confirmer une dernière fois. Il a dit, êtes-vous certaine de vouloir que nous utilisions les captures d'écran? Sa réponse est venue sans hésitation. J'ai passé 5 ans à le regarder se promener dans Sacramento comme s'il était une sorte de saint. Pendant ce temps, j'ai perdu mon mari. Mes enfants ne me voient que tous les 2 week-ends, et personne ne m'a cru quand j'ai essayé de leur raconter ce qui s'était passé. Elle a fait une pause. Alors, oui, utilisez-les. Montrez à tout le monde qui il est vraiment. Le deuxième appel était à ma tante Hélène. Si cela devient public, Marcus l'a averti. Richard saura que vous nous avez aidés. Êtes-vous prête à cela? J'ai eu peur de cet homme pendant 15 ans, a dit tante Hélène. Il m'a menacé quand j'ai posé des questions sur le fonds d'études de Dahlia. Il m'a dit que je le regretterais si je ne me taisais pas. Sa voix s'est durcie. J'en ai assez d'avoir peur. Ce soir-là, je les ai appelées toutes les 2. Je n'avais jamais rencontré Vanessa auparavant, mais je l'ai remerciée pour son courage, pour sa volonté de revivre quelque chose de douloureux afin que je puisse enfin connaître la vérité. Ton père nous a volé quelque chose à toutes les 2, a-t-elle dit. Au moins, maintenant nous pouvons reprendre quelque chose. Tante Hélène était plus facile. Elle m'avait toujours aimé. Toujours essayé de me protéger de petites manières quand mon père ne regardait pas. Tes grands-parents seraient si fiers de toi, m'a-t-elle dit. Ils ont toujours su que tu étais spécial. J'ai raccroché et me suis assise dans le silence de mon appartement, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'étais plus seul. Pour la première fois de ma vie, j'avais des gens prêts à me soutenir contre l'homme qui avait passé des décennies à me faire sentir sans valeur. Le mariage était dans 7 jours, le samedi 14 septembre 2024. Je me suis réveillé à 6 heures du matin dans une suite du Rosewood Estate, Napa Valley. Le soleil commençait juste à se lever sur les vignobles, peignant tout dans des nuances d'or et d'ambre. Dans mon sac de voyage, niché sous ma trousse de maquillage, se trouvait un dossier contenant des copies de toutes les preuves que Marcus avait recueillies, juste au cas où. La clé USB était dans la poche du gilet de Marcus. Elle était là depuis que nous étions arrivés la veille au soir. Ma mère est venue m'aider à me préparer à 8 heures. Elle avait vieilli ces derniers mois. Plus de gris dans ses cheveux, plus de rides autour de ses yeux, mais elle a souri en me voyant dans ma robe. Tu es magnifique, a-t-elle dit, ajustant mon voile. Absolument magnifique. C'était la première fois qu'elle me disait ces mots sans que mon père ne soit dans la pièce pour la contredire. Dehors, j'entendais les bruits de l'installation, des chaises qu'on arrangeait, des fleurs qu'on plaçait, la voix forte et autoritaire de mon père, dirigeant le personnel comme s'il menait une opération militaire. Assurez-vous que le projecteur fonctionne pour le diaporama, je l'ai entendu dire. Je veux que tout soit parfait. Le projecteur, celui que Marcus avait demandé pour nos photos de fiançailles, celui que mon père avait approuvé sans hésiter parce que cela lui donnait une autre occasion de se montrer. À midi, les invités avaient commencé à arriver. Je regardais par ma fenêtre les voitures monter l'allée. Costumes d'affaires et robes d'été. Des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. 187 invités, 40 que je reconnaissais. Les autres étaient là pour le spectacle de Richard Foster. Ils ne savaient juste pas encore que le spectacle était sur le point de changer. 17 heures, la cérémonie a commencé. Je me tenais à l'entrée du jardin, mon bras passé dans celui de mon père, attendant que la musique commence. Il portait un costume sur mesure, 3 000 $ qu'il avait mentionné au moins 4 fois ce matin-là, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ne me mets pas dans l'embarras, a-t-il murmuré alors que les premières notes de la marche nuptiale commençaient. Je n'ai pas répondu. J'ai juste commencé à marcher. L'allée s'étendait devant moi,
bordé de roses blanches et de bougies vacillantes. 187 visages se sont tournés pour regarder, mais je n'en ai vu qu'un seul. Marcus se tenait à l'autel, calme et stable, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il portait un costume bleu marine avec un motif subtil, et quand je me suis approché assez près pour voir clairement son visage, j'ai remarqué que sa main se portait brièvement à la poche de son gilet. La clé USB était toujours là. La cérémonie elle-même était tout ce qu'un mariage devrait être. Vœux échangés, alliance placée, promesse faite. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Marcus m'a serré contre lui et m'a chuchoté à l'oreille « Quoi qu'il arrive ensuite, je t'aime ». Je l'ai embrassé en retour et, l'espace d'un moment parfait, je me suis laissé croire que tout irait bien. Les invités ont applaudi. Ma mère a essuyé ses yeux. Même Derek, raide dans son costume de garçon d'honneur, a esquissé un sourire sincère. Mon père a applaudi le plus fort, se positionnant déjà près du microphone qui avait été installé pour les toasts de la réception. Alors que nous redescendions l'allée en tant que mari et femme, j'ai senti la main de Marcus se resserrer autour de la mienne. « Il va le faire », a dit Marcus doucement. Je le sens. J'ai regardé le visage de mon père, l'anticipation impatiente, l'excitation à peine dissimulée. Et je savais que Marcus avait raison. La cérémonie était terminée. Le véritable événement était sur le point de commencer. 19h30. La réception battait son plein. Le dîner avait été servi. Filet mignon et saumon. Les choix de mon père, pas les miens, et le champagne coulait à flots. Le groupe jouait du jazz doux pendant que les invités se mêlaient entre les tables, et partout où je regardais, je voyais mon père faire le show. Poignée de main, tape dans le dos, rire bruyant à ses propres blagues. Puis il a pris le microphone. Personne ne lui avait demandé de parler. Personne ne l'avait présenté. Il s'est simplement dirigé vers l'avant de la pièce, a tapé 2 fois sur le micro et a attendu le silence. J'aimerais dire quelques mots sur ma fille. L'estomac me noie. Dahlia a toujours été un défi. Il marqua une pause pour l'effet, laissant le mot planer dans l'air. Pas aussi intelligente que son frère, pas aussi motivée. Nous nous sommes toujours demandé ce qu'elle deviendrait. Un rire nerveux se répandit dans la foule. J'ai senti la main de Marcus se refermer sur la mienne sous la table. Mais aujourd'hui, continua mon père, son sourire s'élargissant. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer qu'elle a enfin fait quelque chose de bien. Il leva son verre de champagne. Alors, levons nos verres à la fille qui a enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour l'épouser. La pièce éclata de rire. Pas tout le monde. Je pouvais voir le visage horrifié de ma tante Hélène, le sourire figé de ma mère, mais assez. Les partenaires commerciaux de mon père, ses amis golfeurs, les gens qui étaient venus à ce mariage pour s'attirer les faveurs de Richard Foster, ils ont ri. J'étais assise là dans ma robe à $3000 devant 187 personnes pendant que mon père traitait mon mari de désespéré et toute mon existence de blague. Je ne pouvais pas bouger, pas parler, pas respirer, mais Marcus le pouvait. Il s'est levé. Marcus n'a pas crié. Il n'a pas claqué son poing sur la table ni fait de scène. Il s'est simplement levé de sa chaise, a redressé sa veste et s'est dirigé vers l'installation du projecteur sur le côté de la pièce. Mon père le regardait avec une expression amusée. Oh, le marié veut répondre. Il a gloussé dans le microphone. Allez-y, bien sûr. Ça devrait être bon. Marcus n'a pas mordu à l'hameçon. Il a sorti la clé USB de la poche de son gilet, la même poche qu'il avait touchée pendant notre cérémonie, et l'a branchée à l'ordinateur portable connecté au projecteur. Merci, Richard, a-t-il dit, sa voix calme et claire. Je veux dire quelques mots. L'écran derrière lui s'est illuminé. Mais au lieu de parler de mon désespoir à épouser votre fille, il a fait une pause, laissant le mot planer dans l'air de la même manière que mon père l'avait fait. Je pense que nous devrions parler de ce que vous avez fait. Le sourire de mon père a flanché. Qu'est-ce que tu... S'il te plaît. Marcus a levé la main. Laisse-moi finir. Tu as eu ton tour. Il a cliqué sur un bouton de l'ordinateur portable. La première diapositive est apparue. Un relevé bancaire scanné daté du 15 août 2013. Un compte à mon nom. Un retrait de $47 000. Un transfert vers un compte appartenant à Richard Monsieur Foster.
La pièce est devenue silencieuse. Ceci, a dit Marcus, est le fonds d'études que les grands-parents de Dalia lui ont laissé pour son éducation. L'argent qui était censé payer ses études, il a cliqué à nouveau. Et voici où il est allé à la place. Le visage de mon père était devenu pâle. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, Richard Foster était sans voix, et Marcus ne faisait que commencer. Je dois faire une pause ici un instant. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été humilié par quelqu'un de votre propre famille devant des gens qui auraient dû vous défendre, je veux que vous sachiez que je comprends ce sentiment d'être figé, incapable de parler, incapable de riposter. Je le connais trop bien. Vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, ce qu'il y avait sur le reste de cette vidéo, appuyez sur le bouton « S'abonner » et aimez cette vidéo. Nous en sommes à la meilleure partie. Continuons. L'écran affichait le relevé bancaire avec des détails nets. Le numéro de compte partiellement masqué, mais le nom était clair. Fonds d'éducation Dalia Foster. Le montant, 47 000 $. La destination, Richard Monsieur Foster, compte courant personnel. Marcus l'a laissé là pendant 10 secondes pendant que la pièce assimilait ce qu'il voyait. Puis la voix de tante Hélène a rempli la pièce, un enregistrement clair et stable. Mes parents ont laissé 47 000 $ pour les études universitaires de Dalia. Richard lui a dit que l'argent avait disparu, que ce n'était pas suffisant. Mais j'ai trouvé les dossiers. Il a transféré chaque centime sur son propre compte. Mon père s'est jeté sur l'ordinateur portable. Éteins ça. C'est de la calomnie. C'est un relevé bancaire, Richard. Marcus n'a pas bougé. Les relevés bancaires ne sont pas de la calomnie. Ce sont des faits. Je vais te poursuivre. Tu vas quoi? Me poursuivre pour avoir montré aux gens un document avec ton nom dessus? Les murmures avaient commencé. Je pouvais les entendre se propager dans la foule comme le vent dans des feuilles sèches. Des gens sortant leur téléphone. Des gens se penchant les uns vers les autres, les yeux écarquillés. Thomas Brennan, le plus grand partenaire commercial de mon père, un homme qui venait à la maison pour le dîner de Noël depuis 15 ans, fixait l'écran, la mâchoire serrée. Cet argent, continua Marcus, était censé payer les études de Dalia. Au lieu de cela, elle a passé la dernière décennie à rembourser 52 000 $ de prêts étudiants, 487 $ par mois, pendant que son père conduisait une Mercedes et partait en voyage de golf à Scottsdale. Le visage de mon père était passé de pâle à rouge. C'est une affaire de famille privée. Vous l'avez rendu public lorsque vous avez pris ce microphone. Marcus cliqua sur la diapositive suivante. Mais nous n'avons pas encore fini. La diapositive suivante était une série de messages textes. Le nom de l'expéditeur était visible. Richard Foster. Les informations du destinataire étaient floues, mais le contenu était indubitable. Retrouve-moi à l'hôtel ce soir, mars 2015. Je la quitterai bientôt. Attends-moi juste. Novembre 2016. Je t'aime. Pas elle. Juin 2018. Les halètements étaient audibles maintenant. Quelqu'un laissa tomber un verre de champagne. Il se brisa sur le sol, mais personne ne bougea pour le nettoyer. La voix de Marcus resta calme. Ces messages s'étendent sur 6 ans, de 2014 à 2019. La femme de ces conversations a confirmé leur authenticité et a fourni une déclaration sous serment. Il cliqua à nouveau. D'autres messages apparurent, plus de promesses, plus de mensonges. Je ne peux pas vivre sans toi. Elle ne signifie rien pour moi. Juste un peu plus longtemps. Je la quitterai. Je regardais ma mère. Elle était debout maintenant, une main pressée contre sa bouche, l'autre agrippant le dossier de sa chaise. 32 ans de mariage. 32 ans à croire qu'elle connaissait l'homme avec qui elle avait bâti une vie. Et maintenant, elle regardait cette croyance s'effondrer devant près de 200 personnes. C'est fabriqué. La voix de mon père se brisa. Je vais te faire arrêter pour. Pourquoi? Marcus le coupa. Pour avoir montré des messages textes que vous avez envoyés, des messages avec des horodatages et des relevés téléphoniques qui peuvent être vérifiés. La dernière diapositive est apparue. Une simple déclaration.
Tous les documents ont été notariés et des copies sont détenues par un conseiller juridique. Mon père est resté figé, le microphone toujours à la main, son empire de mensonges s'effondrant autour de lui en temps réel. Ma mère s'est tournée et a marché vers moi. Elle ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Le silence a duré exactement 10 secondes. Puis Thomas Brennan s'est levé. C'était un homme grand, imposant, le genre de présence qui commandait l'attention sans effort. Il était le partenaire commercial de mon père depuis 15 ans. Leur accord oral sur la distribution de pièces automobiles rapportait $340 000 par an à Foster Motor. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement hoché la tête une fois à Marcus, a pris la main de sa femme et est sorti de la salle de réception. Les portes ne s'étaient même pas refermées derrière lui que 3 autres couples ont suivi. J'ai regardé la pièce commencer à se fracturer. Certains invités sont restés figés, ne sachant que faire. D'autres ont sorti leur téléphone, déjà en train de taper. Quelques-uns se sont dirigés vers mon père, mais leurs expressions n'étaient pas compatissantes. Elles étaient calculatrices, réévaluant, se distanciant. Mon frère Derek était assis à la table d'honneur, le visage décoloré. Il n'avait pas bougé depuis l'apparition de la première diapositive. J'avais passé toute ma vie à le regarder recevoir tout ce qui m'était refusé, et maintenant il regardait le monde soigneusement construit de notre père s'effondrer. Il n'a pas défendu papa. Il n'a rien dit du tout. Ma mère m'a rejointe et a passé ses bras autour de mes épaules. Elle tremblait. 32 ans, a-t-elle chuchoté. 32 ans que je lui faisais confiance. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Là, au milieu de ma réception de mariage, entouré des décombres de la réputation de mon père. Quand j'ai enfin levé les yeux, j'ai compté les sièges vides. 8 personnes étaient parties avec Thomas Brennan. D'autres ramassaient leurs affaires. Les rires d'il y a 10 minutes avaient été remplacés par le bruit de pas et le murmure de voix choquées. Mon père se tenait seul à l'avant de la pièce, tenant toujours le microphone sans personne pour le spectacle. Marcus s'est dirigé vers mon père et lui a tendu la main. Pendant un instant, j'ai cru qu'il lui offrait une poignée de main, une sorte de rameau d'olivier tordu, mais j'ai ensuite réalisé qu'il tendait la main vers le microphone. Mon père le lui a remis sans résistance. Il ressemblait à un homme à qui on venait de dire que sa maison était en feu et qui ne trouvait pas la sortie. Marcus s'est retourné face à la pièce. « Je veux être clair sur quelque chose », a-t-il dit, sa voix portant facilement dans le silence stupéfait. « Je ne suis pas désespéré. Je ne me contente pas de peu. Je suis la personne la plus chanceuse de cette pièce. » Il m'a regardé et malgré tout, le chaos, les larmes, les illusions brisées, j'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Dahlia est brillante. Elle est gentille. Elle est plus forte que n'importe qui j'ai jamais rencontré. Il s'est retourné vers la foule. Et elle a passé 29 ans à se faire dire qu'elle n'était pas assez bien par un homme qui l'a volée et a menti à tous ceux qui lui faisaient confiance. Puis il s'est adressé directement à mon père. Vous avez eu 29 ans pour être son père. Vous avez utilisé ce temps pour lui prendre son argent et la briser. Aujourd'hui est le dernier jour où vous la rabaisserez. Mon père a ouvert la bouche, mais Marcus n'avait pas fini. S'adressant à tous les autres, il fit un geste vers les invités restants. Je m'excuse pour le dérangement. Si vous souhaitez rester et célébrer avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous préférez partir, nous comprenons parfaitement. Il posa le microphone sur la table la plus proche. Dans tous les cas, le dîner est payé. Quelques personnes ont ri. Un rire authentique de soulagement. La tension dans la pièce a changé. Certains invités se sont dirigés vers les sorties. D'autres se sont rassis. J'ai compté plus tard. 120 personnes sont restées. 67 sont parties. Et mon père se dirigeait déjà vers la porte. Mon père s'est arrêté à la sortie. Je pense qu'il attendait que quelqu'un l'arrête, que ma mère l'appelle, ou que Derek se lève, ou qu'un de ses partenaires commerciaux lui tape sur l'épaule pour lui dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Personne n'a bougé. Il s'est retourné, balayant la pièce une dernière fois. Ses yeux ont rencontré les miens. Un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas du remords exactement, plutôt de la confusion, comme s'il ne pouvait pas vraiment comprendre comment sa performance si soigneusement orchestrée avait pu tourner si mal. Puis son expression s'est durcie. Vous le regretterez,
a-t-il dit, sans crier, mais assez fort pour que les tables proches l'entendent. Vous tous. Il a ouvert la porte principale et est sorti dans la soirée de septembre. Le bruit de ses pas sur l'allée de gravier s'est estompé dans le silence. J'ai regardé sa silhouette disparaître au coin du bâtiment et j'ai attendu que la culpabilité me frappe. Les doutes, la voix dans ma tête qui m'avait dit pendant 29 ans de maintenir la paix. Ne faites pas de vagues. N'embarrassez pas la famille. Cela n'est pas venu. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je pouvais respirer. Marcus est apparu à mes côtés, sa main rencontrant la mienne. Ça va ? J'ai réfléchi à la question. Mon père venait d'être publiquement humilié. Ma mère pleurait. Ma réception de mariage s'était transformée en une sorte de scène de crime. La moitié des invités s'étaient enfuis. Et pourtant, et je pense que oui, ai-je dit lentement. Pour la première fois en 29 ans, je pense que je vais vraiment bien. Il m'a serré la main. Alors, allons couper notre gâteau. Et nous l'avons fait. Le groupe a recommencé à jouer à 20h15. Il a fallu quelques minutes pour que l'atmosphère change, mais lentement, avec hésitation, les gens ont commencé à se détendre. Les conversations ont repris. Les verres ont été remplis. Quelqu'un a même fait une blague sur le fait de n'avoir jamais assisté à un mariage comme celui-ci. Mes amis de l'université m'ont trouvé en premier. Nous avons toujours su que quelque chose n'allait pas avec ton père, a dit ma colocataire Sarah, me serrant dans ses bras. La façon dont tu tressaillais chaque fois qu'il appelait pendant la semaine des examens finaux. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'étais pas prête à l'entendre. Elle m'a serré plus fort. Mais nous sommes là maintenant. Tante Hélène s'est approchée ensuite, les yeux rouges, mais son sourire sincère. Tes grands-parents seraient si fiers de toi, a-t-elle dit, prenant mes deux mains dans les siennes. Ils ont toujours su que tu étais spécial. Ils n'ont juste jamais eu l'occasion de te voir le prouver. La mère de Marcus, Margaret, m'a embrassé sur les deux joues. Bienvenue dans la famille, ma chérie, officiellement. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte où mon père avait disparu. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré cela avec une grâce remarquable. Nous avons coupé le gâteau, une création à 3 étages à la vanille que mon père avait insisté pour avoir, bien que j'aurais préféré le chocolat. Nous avons une autre première danse sur une chanson que Marcus et moi avions choisie ensemble. Une des rares décisions que mon père n'avait pas annulées. La photographe, à son crédit, a continué à photographier. Elle m'a dit plus tard que certains de ses meilleurs clichés venaient de cette nuit-là. Des prises de vue spontanées d'émotions authentiques au lieu de sourires posés. À 23h30, les derniers invités avaient dit au revoir. Les traiteurs rangeaient. Les guirlandes lumineuses tendues dans le jardin scintillaient dans l'obscurité. J'étais épuisé, émotionnellement vidé, et d'une manière ou d'une autre incroyablement heureuse. Mon jour de mariage avait été un désastre. Ce fut aussi le premier jour de ma vraie vie. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'être restés avec moi. Le mariage n'était que le début. Que s'est-il passé dans les semaines et les mois qui ont suivi? C'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Mais avant de continuer, je veux avoir votre avis. Qu'est-ce que mon père méritait selon vous? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Il nous reste encore beaucoup d'histoires à raconter. Maintenant, parlons des conséquences. 23h45 ce soir-là. Marcus et moi étions enfin seuls dans notre suite d'hôtel. Mon téléphone était posé sur la table de chevet, écran vers le bas. J'avais désactivé les notifications il y a des heures, mais je pouvais toujours voir la lumière clignoter sur les bords. Combien, a demandé Marcus. Je l'ai retourné. 14 appels manqués de mon père. 3 messages vocaux. Tu vas les écouter? J'ai appuyé sur la première lecture. La voix de mon père a rempli la pièce, dure de fureur. Ingénue, petite. Comment oses-tu m'humilier devant? Je te le ferai payer. Tu m'entends? Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Supprimer les 3. Il y avait un SMS de ma mère. Je reste chez Hélène ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Et un de Derek. Pourquoi ne m'as-tu pas dit en premier?
J'ai fixé ce message pendant longtemps, 29 ans à le regarder obtenir tout ce qui m'était refusé. Et sa première réponse a été de demander pourquoi je ne l'avais pas prévenu. Pas, je suis désolé. Pas, je n'avais aucune idée. Juste, pourquoi ne m'as-tu pas protégé de ça? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas cette nuit-là. Marcus a pris le téléphone de mes mains et l'a reposé sur la table de chevet. Tu n'as à répondre à personne ce soir, a-t-il dit. C'est notre nuit de noces. Tous les autres peuvent attendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai éteint mon téléphone sans me sentir coupable. Personne n'allait me faire me sentir mal d'avoir pris une nuit, juste une pour être heureuse. Les retombées pouvaient attendre le matin. Le premier domino est tombé le mardi. Thomas Brennan a appelé Foster Motor et a demandé une réunion avec mon père. Selon Derek, qui m'a envoyé les détails par SMS malgré mon silence, la conversation a duré exactement 7 minutes. 15 ans de partenariat, 340 000 $ de revenus annuels perdus. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire affaire avec quelqu'un en qui il ne pouvait pas avoir confiance, a rapporté Derek. Papa a essayé d'expliquer, mais Thomas ne l'a même pas laissé finir. Le jeudi, 2 autres partenaires avaient suspendu leur contrat en attendant un examen interne. C'est du jargon d'entreprise pour « nous cherchons une issue ». Les rumeurs se sont répandues plus vite que je ne l'avais prévu. La communauté des affaires de Sacramento n'était pas si grande, et mon père avait passé des décennies à bâtir des relations sur les fondations de sa réputation d'homme de famille, de self-made man, de commerçant honnête. Cette fondation s'effondrait. J'ai appris par tante Hélène que les gens parlaient au country club, aux réunions du Rotary, aux galas de charité que mon père aimait fréquenter. La fille de Richard Foster l'a démasqué à son propre mariage, lui a volé son fonds d'études, a eu une liaison pendant 6 ans. Sa femme l'a quitté la même nuit. Cette dernière partie était vraie. Ma mère avait emménagé dans la chambre d'amis de tante Hélène le 14 septembre, et le week-end suivant, elle avait engagé un avocat. Derek m'a appelé le vendredi. Je ne savais pas pour l'argent, a-t-il dit. Sa voix était différente, plus petite en quelque sorte. Je te jure, Dahlia, je ne savais pas qu'il avait pris ton fonds d'études. Mais tu savais qu'il me traitait différemment. Silence. Oui, a-t-il finalement admis. Je le savais. Ce n'étaient pas des excuses. Pas encore. Mais c'était la chose la plus honnête que mon frère m'ait dite depuis des années. Octobre 2024. Ma mère a rencontré un avocat spécialisé dans les divorces, un collègue recommandé par le cabinet de Marcus. La consultation était censée être exploratoire, juste pour comprendre ses options. Elle est sortie de cette réunion avec un bloc-notes plein de notes et un regard que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. De la détermination. Il avait des dettes de jeu, m'a-t-elle dit autour d'un café cet après-midi-là en 2013. 89 000 $. J'ai posé ma tasse. C'est la même année. La même année où il a pris ton fonds d'études. Oui. Elle a serré les lèvres. Il a utilisé ton héritage pour rembourser ses pertes de jeu. Et il ne me l'a jamais dit. 32 ans de mariage. 32 ans à croire qu'elle connaissait l'homme qui dormait à côté d'elle. Elle a demandé la séparation légale le 18 octobre 2024. Mon père m'a appelé 7 fois ce mois-là. J'ai répondu une fois. Tu as détruit cette famille, a-t-il dit. Es-tu heureuse maintenant? J'ai pensé aux 47 000 $, aux années passées à me faire dire que je n'étais pas assez bien, aux commentaires désespérés à mon mariage. Non, papa, ai-je dit doucement. Tu as détruit cette famille il y a longtemps. J'ai juste montré à tout le monde les dégâts. Il a raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti coupable. Je suis juste resté assise dans le silence de mon appartement, comprenant enfin quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a des années. J'avais passé toute ma vie à essayer d'obtenir l'approbation d'un homme qui n'allait jamais la donner. Non pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'il avait besoin que je me sente petite pour qu'il puisse se sentir grand. Cette prise de conscience valait plus que toutes les excuses qu'il aurait pu offrir. Novembre 2024. Marcus m'a aidé à rédiger une lettre de mise en demeure formelle. Nous l'avons gardée simple. 47 000 $ plus les intérêts que j'avais payés sur des prêts étudiants qui n'auraient jamais dû exister. Le total s'élevait à environ 58 000 $.
la lettre a été envoyée par son cabinet sur papier à en-tête officielle, accompagnée de copies du relevé bancaire et d'un résumé des preuves. La réponse de mon père est venue par l'intermédiaire de son avocat 2 semaines plus tard. Monsieur Foster nie catégoriquement toute faute et considère cette affaire comme close. Marcus n'a pas été surpris. Il bluffe. Il a dit que son avocat savait que si cela allait au tribunal, les relevés bancaires parlaient d'eux-mêmes. Il espère que tu abandonneras. Je n'ai pas abandonné. Nous avons déposé une plainte formelle auprès du tribunal civil. Pas une poursuite, pas encore, mais assez pour signaler que nous étions sérieux. 3 semaines plus tard, l'avocat de mon père a appelé avec une contre-offre. Mon client est prêt à régler 52 000 $ payables sur 24 mois en échange d'un accord de confidentialité. Marcus m'a regardé. C'est toi qui décides. J'y ai réfléchi. 52 000 $ n'était pas le montant total, mais c'était proche. Étage 24 mois signifiait que j'aurais l'argent avant mes 32 ans. Pas d'accord de confidentialité, ai-je dit. Tout le reste va bien. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je transmettrai cela à mon client. L'accord final a été signé le 3 décembre 2024. 52 000 $, 24 paiements mensuels, pas d'ordonnance de bâillon. Le premier chèque est arrivé le 15 décembre. Je l'ai utilisé pour rembourser le solde restant de mes prêts étudiants avec 11 ans d'avance. Pour la première fois depuis mes 18 ans, je ne devais rien à personne. Janvier 2025. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais que ma relation avec mon père soit à l'avenir. L'éloignement total me semblait trop extrême. Malgré tout, il était toujours mon père. J'avais passé 29 ans à espérer qu'il changerait. Et une petite partie de moi, celle qui se souvenait de lui m'apprenant à faire du vélo, celle qui se souvenait des fêtes d'anniversaire avant que je sois assez grande pour le décevoir, n'était pas prête à fermer complètement cette porte. Mais je ne pouvais pas non plus revenir à la situation antérieure. Je ne pouvais plus supporter un autre dîner de Thanksgiving en faisant semblant que ses commentaires ne me faisaient pas mal. Je ne pouvais plus jouer le rôle de la fille reconnaissante pendant qu'il me traitait comme un fardeau. Alors, j'ai écrit un email. Papa, je suis prête à maintenir un contact limité dans les conditions suivantes. Pas de commentaires sur ma carrière, mon mariage ou mes choix de vie. Aucune référence au mariage ou à ce qui s'y est passé. Toutes les réunions doivent inclure Marcus ou maman comme témoins. Si vous violez l'une de ces conditions, je mettrai fin au contact. Ce n'est pas une négociation. Dahlia. Je l'ai envoyé un mardi matin et je ne m'attendais pas à une réponse. 2 semaines plus tard, une réponse est apparue dans ma boîte de réception. Un seul mot, bien. Pas d'excuse, pas de reconnaissance de ce qu'il avait fait. Juste, bien. C'était suffisant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il change. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne soudain le père que j'avais toujours voulu. Mais j'avais enfin cessé d'attendre cette transformation. J'avais passé 29 ans à essayer de gagner son approbation. Maintenant, je me donnais la permission d'arrêter. Cet email ne visait pas à réparer notre relation. Il visait à me protéger. Et pour la première fois de ma vie, je m'étais choisi moi-même. Mars 2025. Le divorce de ma mère a été prononcé le 15. La Californie est un état de régime matrimonial communautaire, ce qui signifiait qu'elle repartait avec la moitié de tout. Environ 2,1 millions de $ d'actifs, y compris la maison qu'elle avait passé 32 ans à faire d'un foyer. Elle l'a vendue en un mois. Trop de souvenirs, a-t-elle dit quand j'ai demandé pourquoi. J'ai besoin d'un nouveau départ. Elle a acheté un petit appartement à San Francisco, à 15 minutes de chez nous. Nous avons commencé à déjeuner ensemble tous les dimanches. Juste nous deux. Pas d'ordre du jour, pas de drame familial, juste une mère et une fille apprenant à se connaître sans une présence contrôlante dans la pièce. Derek était plus difficile. Il avait commencé une thérapie en novembre après le mariage. Son thérapeute l'avait aidé à voir des schémas qu'il avait ignorés toute sa vie, le favoritisme, la façon dont notre père nous avait montés les uns contre les autres, les privilèges immérités qu'il avait acceptés sans poser de questions. J'ai bénéficié d'un système qui t'a fait du mal, m'a-t-il dit autour d'un café en février. Je ne suis pas sûr de pouvoir jamais réparer cela, mais je veux essayer. Nous n'étions pas proches. Pas encore. Peut-être jamais. Mais nous parlions,
ce qui était plus que ce que nous avions fait depuis des années. Thanksgiving 2025 s'est déroulé à mon appartement. J'ai cuisiné. Marcus s'est occupé des boissons. Ma mère a apporté sa fameuse tarte aux pommes. Tante Hélène est venue de Sacramento. Derek est venu avec sa femme. Tous deux étaient mal à l'aise, mais présents. Mon père n'était pas invité. Nous nous sommes assis autour de ma petite table à manger. 6 personnes au lieu de 20. Pas de partenaires commerciaux, pas d'amis golfeurs, personne n'essayait d'impressionner qui que ce soit d'autre. C'était le meilleur Thanksgiving que j'ai jamais eu. Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2025. J'ai 30 ans, toujours analyste financière, bien que le titre sur ma porte indique maintenant directrice adjointe, une promotion que j'ai obtenue il y a 3 mois. Mon portefeuille a atteint 18 millions de dollars. Mes évaluations annuelles indiquent toujours, dépassent les attentes. Marcus et moi parlons de fonder une famille. Nous ne sommes pas pressés, mais nous avons commencé à avoir des conversations sur le timing, sur les valeurs, sur le genre de parents que nous voulons être. Je sais une chose avec certitude. Je ne parlerai jamais à mes enfants de la même manière que mon père m'a parlé. Je ne le déteste pas. Cela m'a surprise au début. Je pensais que je porterais la colère pour toujours, que je la laisserais se calcifier en quelque chose de dur et permanent. Mais la haine demande de l'énergie, et j'ai décidé de dépenser la mienne pour de meilleures choses. Ce que je ressens maintenant est quelque chose de plus proche de la clarté. Mon père est un homme qui avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir important. Il m'a volé, a menti à ma mère et a passé des décennies à construire une version de lui-même qui ne pouvait pas survivre au contact de la vérité. C'est son fardeau à porter, pas le mien. Je repense parfois à mon mariage, non pas avec regret, mais avec quelque chose comme de la gratitude. Ce jour-là était censé être la dernière performance de mon père, sa dernière chance de rappeler à tout le monde que j'étais l'enfant de moindre importance, la déception, celle qui avait eu de la chance. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où j'ai repris ma voix. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les gens vous traitent, mais vous pouvez décider ce que vous êtes prêt à accepter. Il m'a fallu 29 ans pour apprendre cette leçon. J'espère que cela ne vous prendra pas aussi longtemps. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été rabaissé par quelqu'un qui était censé vous élever, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous méritez mieux. Vous avez le droit d'établir des limites, et vous n'êtes pas seul. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, consultez la vidéo que j'ai liée dans la description. Je pense que vous y trouverez quelque chose qui vous parlera. Je suis Dalia. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.